Ce plan te rendra riche si tu l'exécutes correctement. C'est le titre d'une vidéo sur laquelle je suis tombé. On va la regarder ensemble et on va l'analyser pour voir si effectivement il y a un plan qui peut te rendre riche et me rendre encore plus riche, ce serait sympa aussi, ou si c'est encore une fois une connerie de YouTube. Je te partage mon écran et c'est parti. Bon alors déjà il y a la miniature qui m'interpelle, hein. On va la regarder vite fait ensemble. C'est seulement 1% des gens sont libres. Donc déjà ça te dit, il y a un petit secret qui est détenu par une partie de la population et pas toi. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. On va regarder la vidéo, peut-être que je vais être agréablement surpris. La première chose est de penser plus grand. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que souvent, nous entendons dire qu'il faut penser grand. Mais quand vous pensez grand, probablement 99% du temps, vous ne pensez quand même pas assez grand. Vous devez penser plus grand. Je suis un entrepreneur. J'ai toujours tout vu en grand, mais ici, je suis avec mes propres croyances limitantes. Donc je me force à être cette personne qui pense de manière démesurée, qui pense vraiment grand. Donc, si vous pensez que vous pensez grand, eh bien vous ne pensez pas assez grand, parce que vous êtes dicté par vos propres croyances limitantes. Alors il y a plusieurs choses intéressantes ici. Déjà on retrouve le principe qu'on a chez Grant Cardone avec 10x, 10 fois penser toujours beaucoup plus grand. Et on a aussi quelque part derrière tout ça une phrase de Tony Robbins qui dit vous surestimez ce que vous êtes capable de faire en un an, hein, vous pensez que vous allez pouvoir tout faire et c'est absolument impossible, mais vous sous-estimez ce que vous êtes capable de faire en 10 ans. Là, jusqu'ici, sur le principe, c'est bien. Effectivement, il y a beaucoup d'indépendants que j'accompagne, beaucoup d'entrepreneurs que je côtoie, qui pensent pas assez grand parce qu'ils se disent ça, c'est inatteignable. Et en fait, si on prend un horizon de temps assez large, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on pense qui est vraiment atteignable. Par contre, en général, on veut aller trop vite, on veut brûler les étapes. Après, attention, ça ne veut pas dire que vous êtes tous capables de devenir milliardaires. Ça veut dire que vous êtes tous capables de faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Jusqu'ici, cette vidéo elle est intéressante. C'est un entretien entre Jasprit Singh, je ne le connais pas, et Lewis House. Lewis House que je connais un peu, que je suis un petit peu, qui est un entrepreneur américain, qui fait des grosses interviews très très intéressantes. Maintenant, on va regarder comment est monté le reste de la vidéo. C'est ça qui m'intéresse. La plupart d'entre nous, y compris moi-même, n'avons jamais rien appris sur l'argent. On nous a juste dit d'aller. Ouais, alors déjà, bon, ça commence mal. Les enfants, le masque, le virus, machin, truc. Oulala, on vous ment. Il y a un piège. Il y a une conspiration mondiale qui ne vous a pas appris les choses sur l'argent. Alors certes, nos politiques veulent pas particulièrement qu'on devienne libre financièrement et qu'on s'élève dans les strates de la société. Maintenant, il n'y a pas de conspiration, en fait. Hein, c'est juste la base du capitalisme depuis toujours. Hein. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est pas à moi de le dire. Mais ce truc de on vous a caché quelque chose, il commence à me gonfler en fait. On vous a rien caché, tout est là sous vos yeux. Il y a des bouquins, il y a des vidéos, il y a des articles de blog, il y a des tweets, il y a tout ce que vous voulez. L'information elle est accessible, hein. C'est juste qu'il n'y a personne qui en fait rien. À l'école, d'obtenir un diplôme, de trouver un emploi et tout ça. Et puis ensuite, ce qui se passe pour la majorité des gens, c'est qu'ils finissent par être fauchés. Ils finissent par avoir des difficultés financières. Et ils ne comprennent jamais pourquoi. Donc, oh là là, la vie est difficile, c'est la rat race, il faut sortir de la rat race, métro, boulot, dodo, regardez les pauvres petits Indiens à l'image qui souffrent, etc. Bon, est-ce qu'il y a de la souffrance dans le monde? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont coincés dans une spirale? Oui. Est-ce qu'on est encore une fois obligé de faire une vidéo qui tourne en boucle sur les mêmes sujets? Peut-être pas. Donc, la première question est, qu'est-ce que vous voulez réaliser financièrement dans votre vie? Et puis vous devez sortir et le comprendre par vous-même, parce que malheureusement l'école ne vous apprendra jamais ce genre de choses. Mes parents sont des immigrants d'un état en Inde appelé Punjab. C'est pas tout à fait faux. L'école n'est pas là pour nous apprendre à gagner de l'argent et à tenir notre budget, à avoir une éducation financière. Hein. L'école, elle nous donne une base de culture pour qu'on fonctionne en société. Ça fait pas de nous ni des humains heureux, ni des humains intelligents. Ça fait qu'on a tous les mêmes informations, est-ce qu'elles sont juste ou pas, c'est un autre débat, pour fonctionner en tant que société. Le rôle de l'école, il n'est pas autre que ça. Hein. Et mes parents sont venus de ce pays avec très très peu. Et donc, vous savez, tous les jours je voyais mes parents travailler d'arrache-pied. Si mon père avait un samedi et un dimanche de congé à la suite, c'était considéré comme un long week-end. Et donc, en grandissant, je n'ai jamais passé beaucoup de temps avec mes parents. Ouais, ça commence mal. Je vais avancer un petit peu parce que je sens que ça va être chiant le début. Et on va regarder s'il y a des vrais conseils. Parce que moi, on m'a vendu ce plan te rendra riche si tu l'exécutes correctement. Il est où le plan qui va me rendre riche? Et il me disait toujours que si tu travailles plus dur à l'école, tu obtiendras de meilleures notes. C'était 8000 $. Pour l'investir. Diplôme, de trouver un bon emploi, et puis de gravir les échelons dans la société. Les gens riches ne font pas ça. Les gens riches ne travaillent pas pour...
Ouais, les gens riches ne travaillent pas et ils mettent des juifs. Pourquoi vous faites encore ça? J'en ai marre. Je vais continuer un petit peu la vidéo, mais là, franchement, j'ai vu au début la conspiration mondiale, le masque avec les enfants, les pauvres petits Indiens qui souffrent, et là, je vois les juifs qui sont très très riches. Je suis pas sûr d'avoir envie de regarder ça encore très longtemps. Pour gravir les échelons d'une entreprise. Parce qu'ils créent et développent leur entreprise. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. La plupart d'entre nous apprenons à obtenir un diplôme. Donc, avec ça, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est devenir employé et espérer voir son salaire. Hey, je suis le créateur de la chaîne YouTube une pub. Une chaîne avec une seule obsession, trouver les bons outils pour devenir Grandir au fil du temps. Mais si vous me comptez, actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre... Il sera imposé. Maintenant, la question est... Qu'est-ce qu'une déduction fiscale? Ouais, en gros, ils vont te donner les bases de l'éducation financière, à savoir, tant que tu as un salaire, tu es dans la rat race. En fait, il faut utiliser de l'argent que tu génères avec soit ton entreprise, soit avec ton salaire pour générer des actifs. Les actifs vont te rapporter de l'argent et c'est cet argent que tu dépenses pour vivre, ce qui fait que tu t'enrichis au lieu de t'appauvrir, puisque tu n'es pas dans la roue du hamster de je travaille pour payer mes dépenses courantes. Maintenant, c'est peut-être pas un plan qui va nous rendre riches, c'est peut-être juste les bases de l'éducation financière qui sont expliquées dans 100% des bouquins qui parlent d'argent depuis 100 ans. Maintenant, on va regarder, il y a peut-être encore un plan secret qui va arriver. Parce que tout peut être une déduction fiscale si vous savez comment vous y prendre. C'est donc la question que vous devez vous poser, parce que si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas d'impôts. Donc, je vais vous donner un exemple de ce qui se fait, puis je vous montre comment payer moins d'impôts comme les riches, parce que les riches dominent le monde, les riches savent des choses que vous ignorez. Ouais, bon. comment les gens peuvent le faire. Et c'est de l'argent, et vous savez, c'est tout un jeu. Et c'est ce que les riches comprennent. C'est tout un jeu. Et beaucoup de gens détestent le fait que... Oh, ces personnes ne payent pas d'impôts. Les gens riches ont compris des choses que vous n'avez pas compris. Ça, c'est un fait, parce que sinon, ils ne seraient pas riches et vous, beaucoup moins. Et c'est vrai pour tout, en fait. De la même façon qu'un sportif qui est très très fort en course à pied ou en musculation, c'est des choses que j'ignore et c'est entraîné pour les appliquer. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de monter ça comme une conspiration, les riches contre les pauvres, à chaque fois qu'on dit ça? Est-ce qu'à un moment, on va me donner quelque chose de concret? Est-ce qu'à un moment, on va me donner un plan, quelque chose d'actionnable, quelque chose que je peux comprendre et que je n'ai pas déjà lu 12 fois et qui me fait me sentir comme le petit maillon de la conspiration mondiale? Pour que des personnes ne payent pas d'impôts. Mais en fin de compte, ce dont vous devez vous souvenir, c'est que quelqu'un a écrit le code des impôts. Les riches ne payent pas d'impôts, les pauvres payent des impôts, vous, c'est vous contre eux. On est encore dans ce truc marxiste là du combat des classes. Et tout ce que les riches font. Qu'aimerais-tu qu'on enseigne à tous ces gens de 10 à 20 ans? 5 choses différentes autour de l'argent. La première chose serait, qu'est-ce que l'argent? Parce que l'argent tel que nous le connaissons est faux. Nos dollars ne sont que des bouts de papier. Et j'ai grandi en pensant que ces bouts de papier étaient comme le Saint Graal. Ça, c'est vrai. L'argent en tant que tel, la monnaie, c'est juste une valeur fictive liée à la confiance qu'on donne à un État. C'est rien d'autre que ça, l'argent. Ça, là-dessus, c'est intéressant. C'est bien. Maintenant, je fais quoi? Il est où mon plan? Parce que c'est la chose la plus précieuse qui soit. Mais en vieillissant, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas le cas. Nos billets de banque ne sont que des morceaux de papier. C'est la monnaie fiduciaire. Ce qui signifie obligation fiduciaire, non pas en pauvre. Alors oui, les gens pensent que tu es riche, mais c'est des intérêts en plus sur ça. Ce qui rend tout pas la peine. Et puis, vous savez... Bon, il y aura visiblement pas de plan secret. Je vais vous prendre à l'écran, en plein écran, et on va débriefer. Donc, encore une fois, on nous a vendu un plan pour devenir riche comme les 1% et il n'y a pas de plan. Le plan, en fait, c'est très simple. C'est si tu es salarié, débrouille-toi pour avoir un plus gros salaire ou pour diminuer tes dépenses. Sinon, lance une activité, lance un side business, sois indépendant, gagne de l'argent, trouve un moyen d'en gagner plus. Avec la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, tu vas investir dans des actifs. Les actifs vont te rapporter de l'argent. Tu vas reproduire ça. Tes actifs vont pouvoir être utilisés en collatéral pour générer plus d'actifs et c'est comme ça que tu vas t'enrichir. Encore une fois, c'est pas un plan secret, c'est juste le plan pour accumuler de la richesse sur une très très longue période de temps. Ça ne nous rendra pas riches vite. C'est les méthodes qui sont utilisées par les plus grands investisseurs et c'est comme ça qu'on a plein d'histoires sur Internet avec des mecs qui étaient éboueurs ou vraiment en bas de l'échelle salariale et qui se sont retrouvés à leur retraite avec 1, 2, 3 millions de côté grâce aux effets cumulés. Moi, je ne suis pas conseiller financier. L'argent, j'y comprends rien. Cette vidéo, par contre, elle m'interpelle parce que, encore une fois, on nous vend un plan secret que nous, les pauvres, pas milliardaires, on n'a pas compris, avec un jeu que les riches maîtrisent et que nous, on ne maîtrise pas. Est-ce qu'on pourrait juste un moment arrêter et sortir de ça 5 minutes? Est-ce que tout le monde peut devenir milliardaire? Certainement pas. Est-ce que le système tel qu'il actuellement est fait pour que tu t'enrichisses? Certainement pas. Maintenant, effectivement,
n'importe qui peut aujourd'hui se lancer, développer une activité et gagner 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois avec son entreprise en faisant un métier qu'il aime, d'une façon agréable. Moi, c'est ce que j'enseigne toute l'année à nos clients. Ça va pas te rendre riche à millions. Les gens qui sont riches à millions, c'est des anomalies. Par contre, prendre sa liberté financière, développer ton activité et réussir à en vivre convenablement, ça, c'est à la portée de tous. Il n'y a pas de secret magique. Il y a juste des bouquins, des vidéos sur YouTube, des gens à suivre sur les réseaux sociaux. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes. Tu peux regarder dans la description. De toute façon, moi, j'en ai tout plein. C'est les mêmes depuis des années. Maintenant, ce que je te propose, on va faire quelque chose. Au lieu de déblatérer pendant des heures sur cette vidéo YouTube, je vais te mettre une vidéo que moi, j'ai tournée il n'y a pas longtemps pour un groupe de gens que j'ai dans mon audience. Ça parle d'argent. Alors attention par contre, je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils financiers. Investir comporte des risques. Dans cette vidéo, je te donne juste mon expérience d'entrepreneur et ma vision de l'argent. À partir de là, toi, t'en fais ce que tu veux. Allez, je te vois de l'autre côté. On va parler d'argent, on va parler d'investissement, on va parler d'investir sur soi, on va parler de revenus, on va se demander c'est quoi l'argent, comment ça marche, à quoi ça sert, pourquoi certains en manquent, pourquoi c'est aussi important, pourquoi certains le jugent, pourquoi on met des émotions dessus, et globalement comment faire pour en avoir plus, parce que c'est quand même sympa, mais ça on va le voir après. Hello Pascal. Salut Nathalie. La première chose, c'est quoi l'argent? Il y a des gens qui me disent l'argent c'est une énergie. Non, pas du tout. L'argent c'est un outil, un peu plus, mais pas vraiment en fait, hein, si on creuse. L'argent, c'est une mesure fictive de valeur dans le monde capitaliste moderne. Très simple. Avant qu'il y ait l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui, on faisait du troc. Donc j'avais un âne, je voulais des chaussures, il fallait que je trouve un moyen d'échanger mon âne contre des chaussures. Sauf que le mec qui fait les chaussures, peut-être qu'il s'en fout de mon âne. Peut-être que lui, il voulait des carottes. Donc il faut que je trouve un moyen d'échanger mon âne contre des carottes pour échanger ensuite mes carottes contre des chaussures. Sauf que le mec qui a les carottes, lui, il voudrait un lit. Et ça rendait les échanges hyper complexes. Parce que les monnaies n'étaient pas toutes les mêmes, il fallait une échelle de valeur entre les différents objets pour le troc, etc. Et ça foutait un bordel. Et à un moment, il y a des gens qui se sont dit, un âne, ça vaut 10 pièces, des chaussures, ça vaut 1 pièce, des carottes, ça vaut 3 pièces. Hop, on pouvait faire des échanges entre nous. À l'époque, les pièces, elles étaient dans des métaux qui avaient plus ou moins de valeur. Très loin à l'époque. Ensuite, on a eu de la monnaie telle que vous la connaissez, les billets, les pièces, les euros, les dollars, les francs, tout ce que vous voulez. Mais c'était adossé sur l'or. À savoir que les pays éditaient une monnaie et ils avaient une réserve d'or équivalente à cette monnaie. Il y avait quand même une valeur de notre argent. Et à un moment, sous l'impulsion des États-Unis, on a supprimé ce qu'on appelle l'étalon or. C'est les accords de Bretton Woods, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années déjà, quelques dizaines d'années. Et la monnaie d'un pays n'a plus besoin d'être adossée à une réserve d'or. Enfin, si, mais minime la réserve, quoi. Rien à voir avec le nombre de monnaies en circulation. Donc les États ont pu commencer à imprimer de l'argent. Ça les arrangeait bien avec les banques centrales, tout ça, la Fed, la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, l'argent n'est plus corrélé à rien de tangible. L'argent n'est plus qu'un accord tacite entre les gens. D'ailleurs, pendant le Covid, on a vu les États-Unis imprimer 1000 milliards pour les injecter dans leur économie. Alors ça crée de l'inflation, blablabla, on va revenir là-dessus. C'est des notions d'économie complexe et c'est pas forcément ce que je veux vous dire ici. Ce que je veux vous dire, c'est que l'argent n'est pas une énergie, c'est un outil de troc, pour simplifier. On a mis de la valeur sur des choses, on a dit que ça valait argent, pour simplifier les échanges. L'argent n'est basé sur rien, c'est du papier, c'est du flanc. L'argent n'est que de la confiance envers l'État. Si demain l'entièreté des pays et des commerçants du monde arrêtent de dire on prend l'euro parce qu'on ne fait plus confiance à l'État qui édite l'euro vaut zéro. Ça vaut plus rien. Et tu peux avoir 3 milliards d'euros sur ton compte, ça vaut zéro. Plus personne n'en veut. À partir de là, on se rend compte que l'argent est illimité. Toi, sur ton compte, peut-être pas, mais en circulation sur la planète, l'argent est illimité.
Et l'argent se transfère, la valeur se transfère. L'argent va là où la valeur perçue est la plus élevée. Bonne nouvelle pour nous, on peut en créer. L'État en crée avec des imprimantes, nous on en crée avec la valeur qu'on est capable d'apporter. Très bonne nouvelle. Le problème, c'est que vu que l'argent permet de payer des trucs dans le monde matériel, on a mis des émotions dessus. L'argent c'est mal, l'argent c'est bien, l'argent ça rend méchant, moi je manque d'argent, l'autre il a beaucoup d'argent donc c'est un connard, etc. On a commencé à poser des émotions humaines sur de l'argent. Ce qui est complètement con. On le fait tous. Moi je le fais aussi parfois. C'est d'arrêter. Le problème avec ça, c'est que à partir du moment où on attribue des émotions à un objet, surtout un objet intangible qui est basé sur rien, ça crée des complications, on va dire ça comme ça. Avec des gens qui pensent qu'il faut mériter l'argent. L'argent ne se mérite pas, hein, l'argent s'en fout. Hein. Tu peux être celui qui travaille le plus dur, si tu ne travailles pas comme il faut, tu n'auras pas d'argent. Les métiers les plus durs sur la planète ne sont pas les mieux payés. Hein. Tu es payé à hauteur de deux choses. La complexité du problème que tu résous et ton degré de remplaçabilité. Si tu résous un problème très complexe et très coûteux et que tu es irremplaçable pour le faire, tu vaux très très cher. Si tu résous un problème simple mais à énormément de gens et que tu es le seul qui peut le faire, tu es payé très très cher. Si le problème que tu résous n'est pas complexe et que tu es très remplaçable, tu n'es rien payé. Les boueurs, ultra vital pourtant. Hein. Nos sociétés, demain, on a tous le choléra s'il n'y a plus des boueurs. Hein. Pourtant, pas compliqué, n'importe qui peut ramasser les poubelles. Hein. Et demain, dans le futur, même des machines. Et former un éboueur 24 heures. Je ne sais pas, j'invente, hein, mais dans ma supposition du monde en tout cas. Donc ils sont mal payés. Et encore, ça va, vu que personne ne veut le faire parce que ça pue la mort, ils sont un peu mieux payés que certains. Infirmière, ultra vital. Si on n'en a pas, on a vu ce que ça donnait quand il y avait des grèves. Les hôpitaux ne fonctionnent plus. Mais beaucoup de gens qui veulent le faire, il faut de l'expérience certes, mais les procédures en elles-mêmes, former une nouvelle infirmière, c'est pas ultra complexe, très remplaçable, pas bien payé. Pas assez payé par rapport à ce qu'elles font en tout cas. Et surtout les heures qu'elles font et l'indispensabilité qu'elles ont. Mais... Donc nous, profession de service, plus on résout un problème compliqué, urgent, douloureux, brûlant, et plus on le fait d'une façon unique, et plus nous, on est unique dans notre humanité et dans la façon dont on présente les choses, plus on est payé. Bonne nouvelle. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on met ça sur le marché? Valeur perçue. Le fait qu'on ait de la valeur, nous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est est-ce que cette valeur est perçue par les autres? Si cette valeur n'est pas perçue par les autres, ils ne nous donnent pas d'argent. Donc en fait, notre offre n'est pas en compétition contre notre compétiteur qui fait la même chose que nous. Un peu, mais pas seulement. Notre offre et notre valeur pour recevoir de l'argent est en compétition contre s'acheter une voiture, aller manger au restaurant, payer son loyer, nourrir ses enfants, etc. Et à partir de là, on se rend compte que le plus important, c'est d'aller quelque part où les gens veulent vraiment résoudre quelque chose d'important pour eux. Sinon, on est ce que j'appelle moi un nice to have. Et un nice to have, c'est quelque chose qui passera toujours à la trappe, parce qu'il y aura toujours de plus urgent à payer. Une fois qu'on sait générer de l'argent, on se pose une autre question. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je l'investis? Le réflexe franco-français, on est habitué à l'éducation gratuite, on oublie que si elle est gratuite, c'est qu'elle est merdique la plupart du temps. Et on nous a toujours appris à investir à la banque, dans un PEA, une assurance vie à 4%, etc. Alors bon, en dehors du fait que l'inflation est supérieure à ce qu'on gagne, donc en fait on perd de l'argent en l'ayant immobilisé, c'est surtout des mauvais investissements au début. Parce que si tu as 10 000 euros à investir et que tu les investis sur toi, pour monter en compétence, pour monter en mindset, pour développer ton activité, etc., tu as potentiellement un retour sur investissement de 100%, 1000%, 10 000% au cours des prochains mois. Imaginons que tu aies 10 000 euros, tu les investis, tu es capable de générer ensuite 10 000 euros par mois. En un an, ça fait 120 000. Tu as fait 1200%. Avec tes 10 000 euros à la banque, tu te donnes 4% pour un investissement un peu, voilà. Tu as gagné à la fin de l'année 40 euros. 110 000 euros de plus, 40 euros de plus. 4%, 1200%.
Investir sur toi est toujours la meilleure solution jusqu'à ce que tu gagnes tellement que ça a plus de sens d'investir des sommes pareilles sur toi. Demain, tu gagnes tous les ans 1, 2, 3 millions. Investir 1, 2, 3 millions sur toi, il y a un moment, ça n'a pas de sens. Donc, tu vas commencer à faire des placements financiers parce que c'est plus rentable et plus intelligent pour toi de faire des placements financiers que d'investir sur toi. Mais il ne faut pas oublier que ton argent peut disparaître, ton compte en banque peut disparaître, la monnaie peut se casser la gueule, un État peut se casser la gueule, la société qui édite tes placements peut se casser la gueule, etc. Par contre, une fois que tu as investi sur toi, tes compétences et ton réseau ne peuvent jamais être retirés. Et c'est pour ça que jusqu'à un certain montant, plus de 100 000 euros, investir sur soi est toujours mieux que d'investir dans les investissements traditionnels. Moi, encore aujourd'hui, j'investis sur moi et mon entreprise entre 50 et 100 000 euros par an en programme, formation, coach, consultant, etc. Une grosse partie de ce qui dépasse, je l'injecte pour faire grandir l'entreprise. Et ce qui reste à la fin, je le place. Parce que je ne sais plus où le mettre. Je ne vais pas avoir 9 coachs en même temps. Je ne vais pas être dans 6 masterminds. Ça n'a aucun sens. Quand je ne sais plus où le foutre pour croître, je l'investis dans des investissements traditionnels. En dessous, ça n'a pas de sens. Et je voudrais que vous gardiez vraiment à l'esprit ce mindset sur l'argent. Et c'est pas populaire comme opinion. Je m'en fous. J'investis sur moi 10 000 euros, mais qu'est-ce qui me prouve que ça a marché? Et puis peut-être que je les ai perdus, j'aurais pu les placer, ils rapportent des intérêts sur le long terme, etc. Ouais, mais ce que tu peux apprendre pour 10 000 euros, ça te suivra toute ta vie. La vérité, c'est que si tu les perds, ça fait ultra chier, mais ça va pas changer drastiquement ton quotidien. Si c'était de l'argent que tu pouvais investir, euh, investis pas la bouffe de tes enfants, bien sûr, hein, logique. Enfin, moi, ça me paraît logique, mais c'est bien de le rappeler. En fait, le potentiel de gain est supérieur au potentiel de perte, tout simplement. Après, important de le rappeler, le cadre légal. Je ne suis pas conseiller financier agrémenté, je n'ai aucun diplôme en finance, que ce soit de marché ou quoi que ce soit d'autre. Ceci ne sont que des recommandations basées sur mon avis personnel, ce que moi je fais et sur ce que je conseille des fois à nos clients de faire. Ce ne sont pas des conseils financiers. Investir comporte des risques. Il faut être prêt à perdre ce que tu investis, blablabla. Voilà, tu connais la chanson. Nathalie nous dit l'investissement sur soi est la richesse la plus puissante et ça amène des résultats dingues, comme dans la DG. Moi, j'aime bien que tu parles de la DG. Moi, le but, c'est pas de pitcher ici nos programmes d'accompagnement. Mais ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. Quelqu'un qui investit plusieurs milliers d'euros avec nous, il a un retour sur investissement qui est phénoménal, en fait. Je faisais un calcul simple. Imaginons que tu es ultra nul. Ultra nul. Tu vas bien faire une vente dans l'année. Quand même. Selon les offres que nous, on fait construire à nos clients, sur 10 ans, tu vas avoir x10 ton investissement minimum. Pour quelqu'un de vraiment mauvais. Je ne connais pas d'investissement traditionnel sans risque, parce qu'en fait, une fois que tu as appris, que tu sais des choses et que tu as grandi en tant qu'humain, ça ne peut pas partir, tu l'as à vie, ça. Donc foncièrement, c'est sans risque. Je ne connais pas d'investissement traditionnel sans risque qui te permette de x10 ton investissement, même en 10 ans. Je n'en connais pas. C'est pour ça que pour moi, c'est toujours, toujours, toujours mieux d'investir sur toi jusqu'à ce que tu puisses plus investir sur toi. Dans des coachings, dans des programmes, dans de l'éducation, dans des livres, dans les équipes, dans de la croissance, dans des freelances avec qui travailler, peu importe. Mais c'est toujours mieux d'investir sur soi. Et moi, à chaque fois que j'arrête de le faire, on stagne et on décroît. À chaque fois que je recommence, on a de la croissance de nouveau. Alors après, il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui, mais quand tu n'as pas encore d'argent, comment avoir le bon mindset? Bonne question. Comment je me persuade que l'argent est illimité, que la richesse est autour de moi et que je suis capable de l'attirer à moi et de la fabriquer, quand moi, tous les mois, je me rends compte que j'ai du mal à finir le mois. Il faut croire avant d'avoir. Il faut être avant d'avoir. C'est très chiant ce truc. Mais c'est ultra vérifié. Dans ce cas-là, routine matinale, lecture, écriture, visualisation, méditation, hypnose. Tu veux faire rentrer ton putain d'inconscient que c'est déjà là. Nécessairement, les actions que tu vas être capable de faire vont changer et tu vas être capable d'avoir parce que tu es. Si je suis sûr à l'intérieur de moi que c'est ultra facile de faire 100 000 euros par mois parce que je suis entouré de gens qui le font et qui trouvent ça facile,
Je conditionne mes actions parce que mon être, ma croyance, c'est ultra facile de faire 100 000 euros par mois. Donc pourquoi j'y arriverai pas? Il suffit de le faire. Et parce que je suis entouré de gens qui le croient, je finis par le croire, et que je fais mon travail de routine matinale, de visualisation, même d'auto-hypnose, etc. Et que je le vibre à l'intérieur de moi, c'est quelque chose que je vis, c'est ma réalité. Du coup, je trouve ça simple. Et si demain tu m'enlèves tout, je le refais en 3 mois. Parce que c'est tellement ma réalité que c'est tellement simple qu'on revient toujours à sa réalité intérieure. Tu peux tout enlever à une personne, elle revient à sa réalité intérieure, elle revient à son identité. Et si moi aujourd'hui, tu me mets entre les pattes du jour au lendemain une entreprise qui fait 1 million par mois, tu peux être sûr que je vais la faire descendre. Parce que mon identité, c'est pas encore 1 million par mois. J'arrive pas à le voir, j'arrive pas à le sentir, j'arrive pas à le ressentir, j'arrive pas à le palper, limite j'arrive pas à y croire. Si tu me donnes ça, ça se pète la gueule. Tout de suite. Et je retombe au niveau de mon identité sur l'argent. On va toujours redescendre ou remonter à notre identité sur l'argent. Ce que je crois comme étant vrai, je vais créer. Ma croyance, mon identité dicte mes actions, lesquelles dictent mes résultats. Si tu es persuadé que demander 2 000, 3 000, 5 000 euros à ton client, c'est énorme, parce que pour toi c'est énorme, parce que tu le corrèles à ton compte en banque où il n'y a pas cette somme, etc. Dans les mots que tu vas utiliser, dans la subcommunication, dans l'énergie, dans le ton, non seulement tu vas attirer des clients qui sont comme toi, donc qui n'ont pas d'argent, mais en plus de ça, tu vas sous-entendre que c'est beaucoup d'argent et tu vas presque t'excuser de le demander. Moi, quand je demande 5, 10, 20, 30, 40 000 euros à nos clients, au niveau où ils en sont et le niveau de mentorat qu'ils veulent, je m'excuse pas, c'est pas beaucoup. Je sais où je les emmène. J'ai une croyance tellement forte que je vais les y amener, que limite, s'ils y croient pas, je les engueule. Mais t'es con ou quoi? Tu donnes 10, tu fais 120. T'es bête? Alors, je les insulte pas, puisque quand je parle avec eux, je les accompagne avec bienveillance dans leur cheminement, parce que je sais consciemment que moi, ma croyance intérieure, c'est pas la leur, et que bien sûr qu'il est hors de question que je leur gueule dessus. Mais à l'intérieur, il y a un petit truc qui me dit, mais pourquoi il comprend pas? Et mon but, c'est de faire élever le niveau d'identité sur l'argent et sur la réussite des gens qu'on a autour de nous, en nous parlant, en nous fréquentant, en se formant avec nous. Être dans notre environnement, c'est invariablement augmenter son identité et sa croyance sur l'argent et la réussite. Parce que nous, on trouve ça tellement normal qu'à notre contact, même si on te donnait aucune méthode, tu finirais par trouver ça normal et tu trouverais un moyen de le faire. C'est aussi pour ça qu'on s'entoure de mentors, en fait. Hein. On s'entoure de gens plus avancés que nous, ou à notre niveau, ou un peu plus avancés, etc. Parce que leur réalité devient notre réalité. Et leur identité, par transmission, devient notre identité. Et c'est comme ça qu'on monte en puissance. J'aime bien le mot puissance, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche de l'intensité intérieure, de la puissance intérieure. Ça ne veut pas dire que c'est du yang, ça ne veut pas dire que ça veut dire travailler dur, travailler beaucoup, ça n'a rien à voir avec ça. Quelle est ton identité? Quelle est ta force intérieure? Quelle est ton intensité? Quand tu changes là-dessus, quand tu fais ce shift-là, certains parlent de saut quantique, parlent de mindset shift plutôt, hein, tu es capable d'avoir beaucoup plus facilement. La réalité des gens qui t'entourent devient ta réalité. Leur identité déteint sur ton identité. Tu deviens une personne qui va trouver ça facile, tu deviens une personne qui saura quoi faire instinctivement, tu deviens une personne qui peut avoir. C'est jamais la méthode le problème. C'est toujours l'identité et les croyances. Et tu rejoins des programmes, des masterminds, tu vas voir des coachs, tu vas à des événements pour changer ton identité sur l'argent. Pour trouver ça facile et intéressant. Ce week-end, j'étais à un séminaire qui parlait d'investissement. Moi, j'estime que j'ai pas trop mal avec l'argent. J'en ai, j'en manage depuis longtemps, je suis entouré de gens qui en ont, etc. Et là, je suis assis avec un mec à un dîner. Les mecs, ils sont dans la crypto, ils ont un espèce de fonds et de placement, etc. Les mecs, ils ont 100 millions sous gestion. Je comprends même pas. Je, je ne comprends pas cette somme. Je sais pas ce que ça veut dire d'avoir 100 millions sous gestion, quoi. Mais les mecs, ils trouvent ça ultra normal. Et si moi, je lui parle de mon 1 million par an, il va me dire, putain, tu te lèves pour ça? Tu te lèves le matin travailler pour seulement 1 million, quel intérêt? Son identité sur l'argent est au-dessus de la mienne. Et je m'entoure de gens comme ça parce que mon identité, elle va monter comme ça.
Et ça a même une corrélation intéressante, ça a même une question intéressante. Est-ce que l'argent, c'est important? Parce que là, on parle de sommes astronomiques. Hein. 1 million, 10 millions, 100 millions, c'est fou comme ça. L'humain n'a pas besoin d'autant. Les études, c'est des études qui ont été faites en Suisse d'ailleurs, forcément, l'argent est suisse, hein, qui ont prouvé qu'au-delà de 10 000 euros par mois, ton niveau de bonheur n'augmente plus. Jusqu'à 10 000 euros par mois, tu es de plus en plus heureux, parce que ça couvre des besoins, des trucs, de la joie et tout, mais au-delà pas. Donc pourquoi aller chercher encore plus loin? Déjà parce que c'est un jeu, donc c'est marrant d'aller plus loin. Ensuite, parce que en fait, plus d'argent, c'est pas plus d'argent qu'on cherche. C'est en fait, on va chercher plus d'impact dans notre activité, impacter plus de gens avec ce qu'on fait. Et en conséquence, on a beaucoup plus d'argent. Et si je veux impacter 10 millions de personnes, je vais me retrouver avec 100 millions d'euros, forcément. Donc la question, c'est combien de personnes je veux impacter. La somme que je reçois est une conséquence de ça. Nous, on a pour objectif, avec Common Publishing, d'aider au moins 100 000 personnes à atteindre 100 000 euros par an. Il y a le temps. Ça fait plus de 10 millions d'euros de revenus. Sûr. Même beaucoup plus que ça. On a choisi l'impact qu'on voulait avoir, et ce qu'on était prêt à faire pour. Et la conséquence de ça, c'est combien d'argent on peut avoir. Est-ce que du coup, l'argent rend heureux? Oui et non. J'avais cette discussion ce week-end. L'argent n'achète pas le bonheur, l'argent n'achète pas l'amour, l'argent n'achète pas la santé. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais l'argent achète les possibilités, le choix et la liberté. Et ça permet plus facilement d'accéder au bonheur, à l'amour et à la santé. Et si demain, j'ai besoin de me faire soigner quelque part et que je ne peux pas, c'est parce que je manque d'argent. Si demain, la personne que j'aime est à l'autre bout du monde et que je ne peux pas aller la voir, c'est parce que je manque d'argent. Et il faut différencier le bonheur et la joie. L'argent achète de la joie. Moi, quand je m'achète une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle montre, que j'emmène ma femme en vacances, ça me rend heureux. Donc c'est temporaire, bien sûr. On ne peut pas dépenser toujours plus d'argent pour être heureux. Là. Le bonheur vient de l'intérieur, certes. Mais l'argent provoque et achète des moments de joie. Et c'est cool. Et puis, admettons que l'argent ne résolve que des problèmes d'argent et rien d'autre. Mais putain, c'est déjà très bien. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'emmerder à vouloir chercher une cause supérieure? L'argent lève les problèmes d'argent. Bah écoute, les problèmes d'argent, ça fait un obstacle de moins vers le bonheur. Mais alors, est-ce qu'il faut penser qu'à l'argent et avoir tout le temps l'argent en tête et parler tout le temps d'argent? Est-ce que tu te poses autant de questions sur l'eau? Oui, Jérémy, je pense que tu penses un peu trop à l'eau, tu parles un peu trop d'eau et tu veux toujours avoir plus d'eau. Voilà. L'eau, c'est une ressource, l'argent aussi. Les gens qui sont mal à l'aise à l'idée de penser à l'argent et d'en parler, c'est seulement ceux qui n'en ont pas, parce que ça les confronte à la réalité du fait qu'ils n'en ont pas et qu'ils en aimeraient plus. Et les gens qui se cachent derrière la spiritualité pour dire que l'argent, c'est pas important, c'est exactement la même chose. Les personnes vraiment spirituelles n'ont pas besoin de se placer au-dessus des autres, n'ont pas besoin de se placer au-dessus du monde matériel et n'ont pas besoin de se placer au-dessus de l'argent. Je pense qu'en termes de spiritualité, on peut citer par exemple Mère Teresa si ça nous amuse. Mère Teresa était capable d'aller lever des 10 millions, 50 millions, 100 millions pour aller aider les pauvres. Elle n'avait pas de problème avec l'argent, ni en demander, ni en recevoir. Alors, elle ne le voulait pas pour elle, en l'occurrence, elle s'en foutait, mais elle savait quoi en faire. Hein. Ça vous intéresse pas d'avoir des toilettes plaqueurs? Pas grave. Levez 1 million et allez aider des gens qui ont besoin de vous, parce qu'ils crèvent de faim. Vous êtes capable d'atteindre 1 million et vous dites non, moi l'argent, ça m'intéresse pas trop, je vais rester à 2000. Égoïste. Si tu as la capacité, il y a des gens qui en ont besoin, tu sauras quoi en faire. C'est une vision dure sur l'argent et la réalité de ce que je te donne ici, hein. Mais c'est une réalité. Et je voudrais finir là-dessus. Combien tu veux gagner pour toi? On s'en fout. C'est ta réalité, c'est ton choix de vie et personne n'a besoin de dire combien tu dois avoir dans ta poche à la fin du mois. Mais par contre, quand on me dit je veux que mon entreprise elle génère 2000, 3000, 5000, pourquoi si peu? Tu as un don, tu as une compétence, elle peut aider des gens, des entreprises, des personnes, des enfants, des adultes, des vieux, des jeunes. Toi, tu me dis je veux surtout pas en aider plus de 2-3 par mois. Pourquoi?
Moi, je veux aider le plus de gens possible avec Coleman Publishing. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que le tout début de ce que j'ai en tête. Parce que peut-être que moi, j'aurais aimé que on m'aide plus jeune. Peut-être que j'aurais aimé que des gens que j'ai perdus en cours de route, on les aide. J'ai perdu plus d'une dizaine d'amis dans ma vie qui sont décédés. Peut-être que s'il y avait eu des meilleurs coachs, des meilleurs thérapeutes, des meilleurs accompagnants, ils seraient encore là. Mais il y a des gens qui n'ont pas pris la responsabilité d'aller au contact de ceux qui ont besoin d'eux. Et il y a des entreprises qui coulent tous les mois. Et peut-être que si vous êtes dans le service, ces entreprises, elles auraient besoin de vous. Et si vous aviez été assez visible assez tôt, elles auraient pu vous payer avant d'être dans une situation catastrophique. Ça nous amène à la question du syndrome du sauveur. Si ces gens ont besoin de moi, qui suis-je pour les faire payer? Ils ont besoin de payer pour accéder aux résultats. Parce que sinon, toute leur vie vont se sentir redevables. Et ça va créer un truc en eux qui va les envoyer au fond du trou encore plus vite que si vous n'aviez pas été là. L'argent est un échange équivalent. L'échange équivalent est important. Tout travail mérite salaire. Vous connaissez cet adage populaire? C'est exactement de ça qu'il s'agit ici. Si vous faites quelque chose de bien, vous devez être payé en conséquence. Et si vous êtes payé en conséquence, que vous avez de l'argent, que vous en avez trop, vous pouvez réutiliser cet argent pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez faire du bénévolat. Mais commencez par vous d'abord. Parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous n'avez rien. Parce qu'il y a trop de choses qui vont se jouer à l'intérieur de vous. Et à cause de ça, vous ne pourrez pas avoir de résultats. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si ce live vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit mot quelque part autour. N'hésitez pas à me dire que j'en fasse d'autres, que j'en fasse plus. Et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Ce sera peut-être l'argent, peut-être autre chose. Je vais réfléchir. Tout le reste, vous l'avez dans la description. Et je vous dis à très vite.